Ça veut dire que vous souhaitez qu'en 2014, François Hollande ne soit plus en place? J'ai rien dit de tout ça, mais si vous y c'est la conséquence de ce que vous dites. Là. Non. Moi, j'essaye de dire des choses qui ont du sens dans la profondeur. Moi, je demande un coup de balai sur ce système. Voilà. Vous ne comprenez pas ce que veut dire le mot système? Non, donc mais à coup de chaque fois, balai. on me dit, attendez, monsieur Aziza. À chaque fois que je dis système, vous dites, mais qui? Une fois je dis qui? Dit, vous désignez les personnes. Et ça repart, ça fait la boucle. Non, donc vous ne me ferez pas sortir de ce que je suis en train de dire. Je milite avec le Front de gauche, et pas qu'avec le Front de gauche, avec des millions de gens dans ce pays pour une 6e République, sur laquelle vous me ferez sans doute la faveur de m'interroger tout à l'heure pour me demander ce que je compte mettre dedans. Pour une 6e République, ce mot d'ordre ne m'appartient pas. Il appartient à monsieur Noël Mamère qui s'en réclame, il appartient à madame Eva Joly qui s'en réclame, il appartient à une bonne partie de toute la gauche du Parti socialiste. Qui continue à écrire. Julien Drey qui le réclamait aussi. Attendez, Julien Drey qui se réclame, Marie-Noëlle Lienemann, Pascal Cherki, je peux vous faire toute la liste, c'est tous des gens qui viennent de la gauche socialiste, les textes dont ils se réclament, c'est moi qui les écrivais. Par conséquent, je sais exactement de quoi ils parlent. Quant à Arnaud Montebourg, il était pour la 6e République, il a même créé une convention pour la 6e République. Je vous signale que il a mené sa campagne des primaires autour de la 6e République. Donc la 6e République est un thème, monsieur Aziza, est un thème important de la vie du pays pour son renouveau. Je l'ai défendu pendant la campagne électorale au nom du Front de gauche et nous avons fait 3 rassemblements, les plus grands rassemblements de masse politique de ce pays des 50 dernières années. Voilà, dans une campagne présidentielle. Par conséquent, il faut cesser de dire que ceci serait une affaire qui surgirait à la faveur de circonstances. Naturellement, ce sont les circonstances politiques qui mettre l'intelligence au défi et la proposition au défi. Face à cette situation, si vous voulez aérer le système, le purifier, je me fiche du mot, peu importe. Là, c'est important les mots quand même. Hein. Oui. Purifier, c'est quand même fort. C'est violent. C'est violent. Aérer, qu'est-ce que vous en pensez? Aérer, mais je parle de purifier. Oui, pour aérer, il faut ouvrir la fenêtre. Bon, aérons, si vous voulez. Et vous faites sortir qui? Mais non, on fait entrer l'air. Voilà. Je pense que la solution positive consiste à penser le bien global du pays. Je ne m'approprie pas la 6e République. Elle est la propriété de tous ceux qui la voudront. Et vous verrez que le 5 mai, dans la rue, vous aurez des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de gens qui viendront pour le bien du pays, qui viendront pour que les institutions changent et que ne soit plus possible d'abord, l'abaissement du rôle civique du peuple, qui est le cas dans la 5e République. Deuxièmement, l'abaissement des droits des salariés, parce que dans ce pays, les salariés souffrent et sont dans les plus grandes difficultés pour faire valoir leur citoyenneté dans l'entreprise et pour faire valoir les droits écologiques de l'homme, qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, méprisés. Voilà ce que vont demander les gens. Alors désolé, ils ne sont pas au courant des jeux auxquels il faut souscrire, à savoir si on veut une dose de Moscovici, plus une dose de Montebourg, et s'il faut réagir à Pierre-Paul ou Jacques, parce que les gens, d'une manière générale, s'en fichent. Alors, une précision quand même par rapport à la question que je vous posais auparavant. Donc, on dit il faut, en tout cas au sein de l'exécutif, il faut un choc de moralité, comme on le disait il y a un instant. Harlem Désir, référendum. Certains parlent d'une dissolution, d'un remaniement, changement de Premier ministre. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la crise? Parce qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui doivent être prises. Mais à quoi doit-on répondre? Si l'on doit répondre aux problèmes posés par l'affaire Cahuzac, j'ai donné ma réponse. La réponse, c'est la constituante et la 6e République. C'est-à-dire changer la règle du jeu elle-même. Et pas la changer entre soi, entre amis, en préparant la question, en posant 2-3 questions au référendum, et après, hop, la vie continue. Vous êtes pour le référendum ou pas? Bon, je demande à voir, il faut pas être... Quelle question? Mais bon, écoutez, moi je me bats pas pour un référendum, je me bats pour une constitution. Non, mais à quelle question on pourrait y répondre? Non, mais bon, on peut me poser la question qu'on veut. Par exemple, si on pose la question, pensez-vous qu'il faut établir immédiatement la proportionnelle? Là, j'irai répondre oui, mais c'est pas ça qu'on va me dire. On va me dire, êtes-vous d'accord pour que, dans le cadre de la simplification administrative, le contrôle des élus, qui aujourd'hui tient en 4 feuillets, tiendra en 8? Ah oui, bien sûr, bon, tout ça est grotesque. Remaniement? Attendez. Prenons les choses dans l'ordre. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. La réponse au problème posé, c'est la constituante et l'implication populaire dans le changement. Pardon, monsieur Aziza, mais j'aimerais qu'on puisse parler de ce que serait, de ce qu'il y a lieu de faire. Voyez-vous, le problème qui est posé à tous ceux qui pensent
la vie et la respiration démocratique d'un grand pays comme le nôtre. C'est comment on fait pour articuler une stabilité institutionnelle avec la capacité d'intervention populaire. C'est ça la grande question qui nous est posée en permanence. Eh bien, la réponse, nous l'avons, mais pour ça, il faut changer la Constitution. C'est de pouvoir mettre dans la Constitution un référendum révocatoire, c'est-à-dire la capacité qu'ont les citoyens en cours de route de faire partir de son mandat celle ou celui qui l'occupe, que ce soit le président de la République, le maire, le conseiller régional. Référendum révocatoire. Ça veut dire au François Hollande qui pose la question, est-ce que vous voulez me garder ou pas? Non. Ça ne se passe pas comme ça, Monsieur Aziza, et je voudrais élargir votre information sur le sujet. Les référendums révocatoires existent dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique et au Venezuela depuis le regretté Chavez, et également en Équateur sous Monsieur Correa. Donc, un référendum révocatoire, vous réunissez X% de signataires et ensuite il y a un vote. Donc, par exemple, il y a eu un référendum révocatoire contre Hugo Chavez que les révocants ont perdu, mais il a eu lieu. Bien. Donc, un référendum révocatoire, c'est quelque chose de parfaitement maîtrisable, ça n'a rien de, c'est pas la pagaille en permanence, ce n'est pas vrai. Mais ça permet donc, en quelque sorte, là, d'établir une règle d'intervention populaire, j'aime mieux vous dire qui fait que tout le monde file droit. Alors, file droit, attendez, on va... vous voyez, c'est un exemple très concret d'une modification référendum révocatoire. Bon, on avance. C'est pas ça que propose Harlem Désir, il propose je sais pas quoi... tout ça, sur la moralisation de la vie politique. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il soupçonne tout le monde? Enfin, c'est quand même un comble. Est-ce qu'il soupçonne vraiment tout le monde? Son référendum ne contient que des mesures pour contrôler à propos des élus. Donc, il soupçonne tout le monde. Mais c'est pas, moi j'ai jamais dit ça, moi. Je soupçonne pas tout le monde. Je soupçonne un système. C'est ça qu'il ne comprend pas, Harlem Désir. C'est comment le système fait que des individus peuvent à un moment donné, à des points clés, changer de camp. C'est ça qu'il devrait comprendre. Et c'est pas par des mesures administratives qu'on change ça, c'est par des mesures institutionnelles. Mesures institutionnelles au remaniement, ça changerait les choses ou pas, un remaniement? Ça, c'est leur affaire, c'est pas moi qui Mais qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est pour que je sois le Premier ministre, je suis d'accord. Mais sinon? Ça ne me concerne pas. Donc vous êtes prêt à gouverner avec François Hollande? Je suis prêt à diriger le gouvernement, article 20 de la Constitution. Et vous avez combien de députés? Normalement, il y a la majorité avec les socialistes, les écologistes et le Front de gauche. Ça fait une très large majorité. Parce que vous considérez être dans la majorité avec le Parti socialiste? Je crois pas qu'on puisse dire ça compte tenu de nos votes, mais je sais qu'il n'y a pas un élu socialiste sans les voix du Front de gauche. Il n'y a pas un élu vert sans les voix du Front de gauche. Il n'y a pas un élu du Front de gauche. Il n'y a pas beaucoup d'élus sans les voix socialistes. On parle des non, mais donc ça veut prochaines dire, élections. Écoutez-moi, Monsieur Aziza, ça veut dire que cette assemblée a été élue par les mêmes personnes. Et puisqu'elle a été élue par les mêmes personnes, elle peut faire des choix. Soit le centre de gravité est à la droite du mouvement socialiste, comme c'est le cas aujourd'hui, soit le centre de gravité est à la gauche de l'hémicycle, plutôt de notre côté. Voilà. Donc ça, c'est le chef de l'État qui doit savoir où il met le curseur. Il a décidé de le mettre à la droite du Parti socialiste, de ne tenir aucun compte, y compris les mieux disposés. J'aime mieux vous dire qu'il y en a quelques-uns dans notre groupe qui sont très bien disposés à l'égard du Parti socialiste. Mais comme ils les traitent comme des chiens, on comprend qu'ils ne veulent de rien ni de personne. Ils traitent les communistes comme des chiens? Ils traitent le groupe du Front de gauche comme des chiens, en effet. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ça veut dire que vous pouvez pas passer un amendement, personne, alors quand on vous parle, c'est seulement pour vous faire obéir. En cours de route, nous avons vu, par exemple, sur l'ANI, vous savez, l'accord Médine-Medef, là, qui passe à la On va en parler après. Il présente le texte, à la fin de la discussion générale, le ministre et le rapporteur n'interviennent même pas, ce qui est inouï, parce que ça se fait pas. À chaque fois, il y a une réponse aux orateurs qui sont passés. Et comme personne répond, un député trouve le moyen d'aller dire à André Chassaigne, et puis vous, ça vous empêchera pas de demander des places au municipal, comme si la réponse à tous était taisez-vous, sinon vous pour qui se prennent-ils? Et alors André Chassaigne a eu la très bonne réplique qu'il fallait faire dans l'hémicycle, comme on atteste le compte rendu au journal officiel. Si c'est comme ça, on se passera de vous. Alors on va dans le sens de l'actualité des questions. On parlera de cet accord qui a été signé la nuit dernière à l'Assemblée autour du projet Sapin. Puisqu'on parle de l'Assemblée, est-ce que vous considérez que Jérôme Cahuzac pourrait revenir à l'Assemblée, a le droit de revenir à l'Assemblée s'il le souhaite? J'ai cru comprendre que constitutionnellement, il en avait le droit. Est-ce qu'il peut le faire d'un point de vue moral? Mais moi, d'un point de vue moral, tout ce qu'il fait est immoral. Donc, qu'il reste ou qu'il s'en aille, tout est immoral. Alors qu'il vienne là, c'est un défi absolu. Bon, d'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui interviennent pour qu'il ne revienne pas, mais même ça pose problème. Au nom de quoi au nom de quoi il lui demande de ne pas revenir de leurs vieilles amitiés, de quoi? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui lancez un appel, ne revient pas à l'Assemblée ou pas? Non, je pense qu'il a strictement rien à faire là. C'est le temple de la République, c'est le cœur de la vertu. Qu'est-ce qu'il fait là, quoi?
Alors, je lui propose d'aller retourner discuter avec l'extrême droite dans un de ses banquets qu'il affectionnait. Bon, voilà. Alors, on poursuit. Ça nous conduit à continuer à parler de ces affaires. Le Monde a pointé cette semaine la responsabilité d'un certain nombre de banques françaises. Vous parliez tout à l'heure des paradis fiscaux, donc qui prospèrent à l'abri des paradis fiscaux. La justice rôde autour de Nicolas Sarkozy à travers l'affaire Karachi, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire Tapie-Lagarde. On voit réapparaître aussi, donc selon ce papier du Monde, l'affaire du financement du Parti républicain de François Hollande. Et donc, quand on vous entend parler de ce grand coup de balai dont vous avez parlé un instant, et de votre volonté de purifier l'atmosphère politique et la pourriture intrinsèque du système, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vous comprendre que de dire que la vie politique est gangrénée, ou c'est autre chose? Mais je pense avoir déjà répondu. C'est un effet de système, je l'ai décrit il y a un instant. Maintenant, vous venez d'évoquer un fait plus particulier et qui doit retenir notre attention. Plusieurs journaux sont en train de travailler sur une liste de personnes impliquées dans des trafics. Personnes physiques ou morales, oui. Oui, physiques ou morales, impliquées dans des trafics avec des comptes dans les paradis fiscaux. La liste des Français concernés comporterait 110 noms. Pour des raisons qui lui appartiennent, le journal Le Monde publie des noms qu'il choisit lui. Il ne faudrait pas que ce soit une façon de cacher les autres. Mais le journal fait bien ce qu'il veut. Cependant, moi je pose la question, le gouvernement doit demander à récupérer cette liste. Parce que ce sont des fraudeurs du fisc, si on a bien compris ce que nous explique Le Monde. Si ce sont des fraudeurs du fisc, ce sont donc des délinquants de nationalité française. Et donc la justice française a à en connaître. Je m'étonne que cette liste n'ait pas encore été demandée. Et vous demandez en tout cas officiellement, publiquement, au gouvernement français de réclamer cette liste. On s'en saisisse et que nous la connaissions intégralement. Il n'y a pas de raison, si cette information existe, que certains fassent un tri dedans et que nous soyons, nous tous... condamnés à regarder ça et que l'État ne dise rien. Alors, donc mais je voudrais quand même insister sur ce point. Les mêmes qui me font la morale depuis quelques jours et s'indignent de mes propos, de mes outrances, etc., proposent des référendums pour montrer du doigt tous les élus du pays en les rendant suspects. N'ont rien à dire quand ils entendent pourtant, en ouvrant le journal que tout le monde lit tous les jours, quand on fait de la politique, qu'il y a une liste de 110 personnes directement et personnellement impliquées, ils n'ont rien à dire sur le sujet. La première chose qu'ils auraient à dire, c'est « Nous voulons cette liste, la justice doit en être saisie, et nous demandons au grand quotidien de nous faire la faveur de publier les 110 noms. » Et pas seulement ceux que je ne sais quel comité Théodule aura décidé de faire part. Puisqu'on parle de liste, est-ce qu'on n'est pas entré dans l'ère du soupçon et de la délation, avec le risque éventuellement de lettres anonymes et leur cortège de fausses rumeurs et de fausses accusations? D'abord, les lettres anonymes, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Est-ce que nous sommes dans l'ère de la délation? Je n'en sais rien. Personnellement, je ne dénonce personne. D'autres que nominalement, ce dont il m'est fait grief. Bon. Je sais pas, peut-être, mais le pire risque, c'est quoi l'inverse de ça? Je le connais la réponse. Hein, il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. Attention, dès qu'on dénonce quelqu'un, c'est une attaque personnelle, on dénonce le système, tous pourris. Bref, taisez-vous. Pourvu que le monde puisse recommencer comme avant, dans la tiédeur, la moiteur, du silence et de l'ombre bienfaisante, où chacun peut faire ses petites affaires sans être embarrassé. Et alors on dit, Jean-Luc Mélenchon, il souffle sur les braises de la même manière que Marine Le Pen, et le Parisien titre aujourd'hui, Mélenchon, Le Pen, les grands gagnants. D'abord, je ne sais pas, je ne peux pas être gagnant quand mon pays y perd, mais je vais vous dire quand même quelque chose. C'est très étonnant de m'entendre dire je souffle sur les braises. Écoutez, c'est qui les a amenés les braises? Jérôme Cahuzac, ministre socialiste du budget. Je comprends que vous me posiez non pas cette question, mais une question sur ce que vous appelez cette affaire et qui pour moi n'en est pas une, car si vous ne l'aviez pas fait, on vous aurait probablement accusé de complaisance et ce serait probablement dommage pour vous. Je vais donc vous dire ce que je ne cesse de dire quand on m'interroge. Je dément en bloc et en détail les accusations portées contre moi. J'ai demandé à mes avocats, non pas récemment, mais dès le début, d'obtenir de la banque au sein de laquelle je suis accusé à tort d'avoir possédé un compte. J'ai demandé à mes avocats, je demande à mes avocats de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent
pour obtenir ce document qui, je l'espère, balayera toutes ces accusations. Concernant l'enregistrement produit par Mediapart, pouvez-vous affirmer simplement « ce n'est pas moi ». Je parle évidemment de la voix que l'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail, et en conséquence, ce n'est pas moi.